Le code secret de Salomon, la mort de l'ego et la naissance du roi. Introduction. Le roi qui dort en toi. Tu sais ce qui est étrange chez l'être humain? Il peut passer des années à chercher quelque chose à l'extérieur, alors que ce qui l'empêche de l'obtenir se trouve à l'intérieur. Il cherche plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de pouvoir, plus de respect, plus de succès. Il change de travail, il change de ville, il change de fréquentation, il achète de nouveaux vêtements, il lit de nouveaux livres, il suit de nouvelles formations, il cherche une nouvelle méthode, un nouveau mentor, une nouvelle opportunité, une nouvelle porte. Mais parfois, aucune porte ne s'ouvre. Et il finit par se demander « Pourquoi ma vie ne change-t-elle pas ?» Peut-être que la question est mal posée. Peut-être que le problème n'est pas que ta vie refuse de changer. Peut-être que c'est toi qui refuses encore de devenir la personne capable de porter cette nouvelle vie. Parce qu'il existe une vérité que peu de gens acceptent. Tu peux désirer une vie extraordinaire tout en conservant une identité ordinaire. Tu peux vouloir la richesse tout en pensant comme quelqu'un qui a peur de perdre. Tu peux vouloir devenir un leader tout en ayant besoin de l'approbation de tout le monde. Tu peux vouloir la liberté tout en étant prisonnier de tes impulsions. Tu peux vouloir le respect tout en passant ton temps à chercher à être validé. Tu peux vouloir devenir puissant tout en étant incapable de contrôler ta colère. Et c'est là que commence le véritable enseignement du code de Salomon. Pas avec l'argent, pas avec le pouvoir, pas avec la stratégie, avec la mort de l'ego et avec la naissance d'une nouvelle identité. Imagine un jeune homme. Il a 25 ans. Il est intelligent, ambitieux, il veut réussir. Il parle constamment de ses projets. Il explique à ses amis ce qu'il fera dans 5 ans. Il possède des dizaines d'idées. Il connaît les entrepreneurs célèbres. Il regarde des vidéos sur la réussite. Il lit des livres sur l'argent. Il parle d'investissement. Il parle de liberté. Mais chaque fois qu'il commence quelque chose, il abandonne. Une fois, il dit que le marché était mauvais. Une autre fois, que son associé l'a trahi. Une autre fois, que son entourage ne l'a pas soutenu. Puis il accuse l'économie, puis son pays, puis la chance, puis les circonstances. Et lorsqu'on lui demande « Mais toi, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment ?» il se tait. Parce que cette question attaque quelque chose de beaucoup plus profond que son projet. Elle attaque son ego. L'ego préfère avoir une excuse plutôt qu'une responsabilité. Il préfère dire « je n'ai pas eu de chance » plutôt que « je n'étais pas préparé ». Il préfère dire « les autres m'ont empêché de réussir » plutôt que « je dois changer ». Il préfère dire « personne ne croit en moi » plutôt que « je dois construire suffisamment pour ne plus avoir besoin qu'on croie en moi ». Voilà le premier secret. Le roi ne commence pas par conquérir le monde. Il commence par se conquérir lui-même. Et c'est précisément ce que beaucoup de personnes
refusent de faire. Elles veulent changer leurs résultats sans changer leurs habitudes. Elles veulent changer leur situation sans changer leur identité. Elles veulent récolter quelque chose de différent tout en continuant à planter les mêmes graines. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Tu ne peux pas demander une nouvelle vie à une ancienne version de toi-même. À un moment donné, quelque chose doit mourir. Pas ton corps, pas tes rêves, pas ta personnalité, mais les croyances qui t'ont maintenu petit. Le besoin d'être aimé, le besoin d'avoir raison, la peur du regard des autres, l'habitude de te plaindre, l'identité de victime, la procrastination, la recherche constante de validation, la peur d'être jugé, le besoin de paraître avant de devenir. Toutes ces choses doivent progressivement perdre leur pouvoir. C'est cela, la mort de l'ego. Et lorsqu'une partie de l'ancien toi disparaît, quelque chose d'autre peut apparaître. Une personne plus calme, plus consciente, plus disciplinée, plus difficile à manipuler, plus difficile à distraire, plus difficile à décourager. Une personne qui n'a plus besoin de crier pour être entendue, qui n'a plus besoin de montrer pour être respectée, qui n'a plus besoin de convaincre tout le monde. Parce qu'elle sait qui elle est. Elle sait où elle va et elle sait pourquoi elle y va. C'est la naissance du roi. Mais avant de parler du roi, il faut comprendre ce qui doit mourir. Chapitre 1. La mort de l'ego. L'ego est étrange. Il veut être grand, mais il déteste être corrigé. Il veut réussir, mais il refuse d'admettre ses erreurs. Il veut être respecté, mais il cherche constamment l'approbation. Il veut devenir puissant, mais il se laisse gouverner par ses émotions. Il veut être libre, mais il est dépendant du regard des autres. Et le plus dangereux, c'est qu'il sait se déguiser. L'ego ne dit pas toujours « je suis supérieur aux autres ». Parfois il dit « personne ne me comprend ». Parfois « je mérite mieux ». Parfois « le monde est contre moi ». Parfois « je commencerai quand les conditions seront meilleures ». Parfois « je suis simplement perfectionniste ». Et parfois même, il prend la forme de l'humilité. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas assez bon. Qui suis-je pour essayer? Cela peut sembler humble, mais parfois, c'est encore l'ego. Parce que l'attention reste centrée sur toi, sur ton image, sur la manière dont tu seras perçu, sur la peur de te tromper, sur la peur d'être humilié, sur la peur de ne pas être à la hauteur. Le véritable changement commence lorsque tu cesses de demander « comment les autres vont-ils me voir ?» et que tu commences à demander « qu'est-ce qui doit être fait ?» Cette question change tout. Imagine un roi devant une immense porte. Derrière cette porte se trouve le royaume qu'il désire. Mais devant la porte se tient son plus grand adversaire. Ce n'est pas une armée, ce n'est pas un ennemi, c'est son propre reflet. Le reflet lui dit « Tu n'es pas prêt, tu risques d'échouer, les gens vont rire, tu pourrais perdre, tu pourrais découvrir que tu n'es pas aussi spécial que tu le pensais. » Le jeune homme recule. Mais le roi comprend quelque chose. Il n'a pas besoin de tuer la peur.
il doit simplement arrêter de lui obéir. Voilà une distinction fondamentale. La mort de l'ego ne signifie pas ne plus avoir peur. Elle signifie ne plus laisser la peur définir tes décisions. Tu peux avoir peur et avancer. Tu peux douter et construire. Tu peux être critiqué et continuer. Tu peux échouer sans conclure que tu es un échec. Tu peux perdre une bataille sans abandonner la guerre. Et surtout, tu peux reconnaître « Je me suis trompé ». Cette phrase est beaucoup plus puissante qu'elle n'en a l'air. Parce qu'à partir du moment où tu peux dire « Je me suis trompé », tu peux apprendre. À partir du moment où tu peux apprendre, tu peux progresser. À partir du moment où tu peux progresser, tu peux changer. Mais tant que ton ego doit absolument avoir raison, tu resteras prisonnier de tes anciennes décisions. Regarde les personnes qui stagnent pendant des années. Elles répètent souvent les mêmes explications. Je suis comme ça. Chez nous, on ne réussit pas. Je n'ai jamais eu de chance. Je ne suis pas fait pour ça. Les gens sont mauvais. L'argent est difficile à gagner. Je n'ai pas les bonnes relations. Peut-être que certaines circonstances sont réellement difficiles. Mais le roi ne demande pas « Pourquoi la route est-elle difficile ?» Il demande « Qu'est-ce que je peux faire avec la route qui existe ?» C'est là que la responsabilité devient une forme de pouvoir. Parce que lorsque tu assumes que quelque chose dépend de toi, tu récupères une partie de ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de contrôler le monde. Tu dois commencer par contrôler ta réponse au monde. Et cette maîtrise commence par une chose simple, le silence. Chapitre 2. Le silence du roi. Dans un monde où tout le monde veut parler, le silence devient une forme de puissance. Regarde autour de toi. Les gens réagissent constamment. Un message arrive, ils répondent. Une opinion apparaît, ils commentent. Une personne les critique, ils se défendent. Une actualité apparaît, ils s'indignent. Une vidéo devient virale, ils donnent leur avis. Quelqu'un réussit, ils comparent leur vie. Quelqu'un échoue, ils se moquent. Et pendant toute cette agitation, leur propre vie attend. Voilà le problème. Tu ne peux pas construire une grande vie si ton attention appartient constamment aux autres. Le roi protège son attention, parce qu'il sait que l'attention est une monnaie. Chaque heure passée à regarder la vie de quelqu'un d'autre est une heure que tu ne consacres pas à construire la tienne. Chaque émotion provoquée par une personne peut devenir une partie de ton énergie mentale. Chaque distraction possède un prix. Mais le prix n'est pas toujours visible. Tu ne paies pas immédiatement. Tu paies plus tard, avec les années qui passent. Imagine un homme qui se réveille chaque matin. À peine les yeux ouverts, il prend son téléphone. Il regarde les messages, puis les réseaux sociaux, puis les actualités, puis les vidéos. Il voit des personnes plus riches, des personnes plus belles, des personnes plus célèbres, des personnes qui voyagent, des personnes qui réussissent, des personnes qui semblent vivre une vie parfaite. Et avant même de poser le pied au sol, il a déjà commencé à comparer sa vie à celle de centaines d'inconnus. Son esprit n'est plus vide, il est rempli. Rempli des objectifs des autres, des problèmes des autres, des opinions des autres, des désirs des autres. Et ensuite, il se demande pourquoi il manque de clarté. Mais comment pourrais-tu entendre ta propre voix si tu écoutes tout le monde en même temps? Le silence n'est donc pas simplement l'absence de bruit, c'est la récupération de ton esprit. Prends 20 minutes, sans téléphone,
sans musique, sans vidéo, sans conversation. Assieds-toi, marche, écris, réfléchis. Au début, tu risques de t'ennuyer. Puis quelque chose d'étrange va se produire. Tu vas commencer à entendre ce que tu évites, tes véritables ambitions, tes véritables peurs, les décisions que tu repousses, les conversations que tu dois avoir, les projets que tu n'oses pas commencer, les relations qui t'épuisent, les habitudes qui te détruisent lentement. Le bruit extérieur peut masquer tout cela. Le silence le révèle. C'est pourquoi beaucoup de gens le fuient. Ils ne sont pas réellement dépendants de leur téléphone. Ils sont parfois dépendants du bruit qu'il crée. Parce que le bruit évite la confrontation avec soi-même. Mais le roi n'a pas peur de cette confrontation. Il s'assoit seul. Il regarde son esprit. Il observe ses pensées. Et il apprend à ne pas obéir à chacune d'elles. Parce qu'une pensée n'est pas un ordre. Une émotion n'est pas une instruction. Une peur n'est pas une prophétie. Tu peux ressentir la colère sans devenir violent. Tu peux ressentir la jalousie sans agir depuis la jalousie. Tu peux ressentir la peur sans abandonner. Tu peux ressentir le doute sans renoncer. Le roi écoute ses émotions, mais il ne leur donne pas le trône. C'est lui qui décide. Et cette capacité à décider devient encore plus puissante lorsque tu sais où tu vas. Parce que contrôler ton esprit sans direction, c'est simplement devenir très discipliné dans la mauvaise direction. Il faut donc une vision. Chapitre 3. La vision du roi. Pose-toi une question. Si personne ne pouvait te juger, quelle vie choisirais-tu? Pas la vie que tes parents veulent, pas celle que tes amis admireraient, pas celle qui impressionnerait les réseaux sociaux, pas celle qui ferait croire aux autres que tu as réussi, la tienne. À quoi ressemble-t-elle? Où vis-tu? Avec qui? Que fais-tu le matin? Quel travail accomplis-tu? Quel genre de personne es-tu devenu? Comment traites-tu les autres? Comment gères-tu ton argent? Comment prends-tu tes décisions? Qu'est-ce qui ne fait plus partie de ta vie? Cette dernière question est importante. Parce qu'une vision n'est pas seulement ce que tu veux obtenir. C'est aussi ce que tu acceptes de ne plus être. Tu veux devenir libre? Alors peut-être dois-tu abandonner certaines dépendances. Tu veux devenir riche? Alors peut-être dois-tu abandonner certaines habitudes de consommation. Tu veux devenir respecté? Alors peut-être dois-tu abandonner le besoin de plaire. Tu veux devenir puissant? Alors peut-être dois-tu abandonner la réaction impulsive. Tu veux devenir sage? Alors peut-être dois-tu accepter de ne pas toujours avoir raison. Une vision véritable transforme ton comportement présent. Un simple rêve ne le fait pas. Le rêve dit « Un jour, j'aurai une grande entreprise ». La vision dit « Voilà ce que je construis cette année ». Le rêve dit « Je veux être riche ». La vision dit « Voilà comment je vais augmenter ma valeur, contrôler mes dépenses et construire progressivement du capital ». Le rêve dit « Je veux être libre ». La vision dit « Voilà quelle dépendance je dois éliminer pour gagner davantage de contrôle sur mon temps ». La vision donne une direction. Et lorsqu'une direction existe, beaucoup de décisions deviennent plus faciles. Tu n'as plus besoin de demander « Est-ce que je devrais faire cela ?
Tu demandes « Est-ce que cela me rapproche de ma destination ?» C'est un filtre extraordinaire. Parce que la plupart des distractions ne ressemblent pas à des distractions. Elles ressemblent à des opportunités. Une nouvelle idée, une nouvelle formation, une nouvelle relation, une nouvelle tendance, un nouvel projet. Mais tout ce qui est intéressant n'est pas forcément important. Le roi sait dire non. Pas parce que l'opportunité est mauvaise, mais parce qu'elle n'est pas pour lui. Imagine un homme qui veut devenir entrepreneur. Chaque semaine, il découvre une nouvelle opportunité. Trading, commerce en ligne, création de contenu, immobilier, application, formation. Il commence tout. Il termine presque rien. Il ne manque pas d'énergie. Il manque de direction. L'agitation n'est pas la progression. Tu peux courir toute la journée et finir exactement au même endroit. La vision devient donc ta boussole. Mais une vision sans action reste une illusion. Il faut maintenant apprendre à frapper là où cela compte. Chapitre 4. L'action juste. On t'a peut-être appris que pour réussir, il faut travailler dur. Mais il existe une question plus importante. Travailler dur sur quoi ? Parce qu'une personne peut travailler 12 heures par jour et ne rien construire d'important. Elle répond à des messages, elle assiste à des réunions, elle organise ses fichiers, elle regarde des formations, elle perfectionne des détails, elle fait des tâches urgentes, elle est constamment occupée. Mais elle ne fait jamais ce qui pourrait réellement changer sa trajectoire. C'est la différence entre l'activité et l'action. L'activité te fatigue, l'action transforme. Imagine deux hommes. Le premier travaille 10 heures par jour. Le deuxième travaille 6 heures. Le premier répond à tout. Le deuxième protège quelques heures pour son travail essentiel. Le premier accepte toutes les demandes. Le deuxième choisit. Le premier cherche à être indispensable partout. Le deuxième cherche à être exceptionnel là où il crée le plus de valeur. Après 5 ans, il est possible que le deuxième soit beaucoup plus avancé. Pourquoi ? Parce qu'il comprend une règle simple. Ton temps n'a pas la même valeur selon ce que tu en fais. 1 heure passée à faire quelque chose qui change ta trajectoire peut valoir davantage que 10 heures de tâches secondaires. Alors demande-toi, quelles sont mes tâches royales ? Ce sont les actions qui créent réellement ton avenir. Apprendre une compétence précieuse, créer un produit, trouver des clients, développer une relation stratégique, résoudre un problème important, construire un actif, prendre une décision difficile. Ces tâches doivent recevoir ton meilleur niveau d'énergie, pas les restes, pas les moments où tu es déjà épuisé, les meilleurs moments. Parce que ce que tu fais avec ton énergie maximale devient souvent ce qui détermine ton avenir. Mais attention, l'action juste demande aussi de renoncer à la perfection. La perfection est parfois une peur habillée en ambition. Tu dis « je veux que ce soit excellent », mais au fond, tu veux peut-être simplement éviter d'être jugé. Alors tu modifies, tu recommences, tu ajustes, tu recherches, tu attends. Et le projet reste dans ton ordinateur. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre publie une version imparfaite, puis une autre, et il apprend. Le marché devient son professeur,
La réalité devient son laboratoire. L'échec devient son information. Et après 1 an, il possède quelque chose. Toi, tu possèdes une version parfaite qui n'existe que dans ta tête. Le roi ne cherche pas la perfection, il cherche la progression. Il agit, il observe, il corrige, il recommence. C'est ainsi qu'une vision devient une réalité. Mais pour construire longtemps, il faut aussi comprendre une chose que beaucoup de personnes refusent de regarder: l'argent. Chapitre 5. L'argent du roi. Quelle est ta relation avec l'argent? Ne réponds pas trop vite, parce que ta première réponse est peut-être celle que tu as appris à donner. L'argent est important. L'argent donne la liberté. Il faut gagner beaucoup. Mais va plus profondément. Qu'est-ce que l'argent signifie pour toi? La sécurité? Le pouvoir? La liberté? La revanche? La reconnaissance? La preuve de ta valeur? La peur de manquer? La possibilité de ne plus dépendre de personne? La réponse compte énormément. Parce que 2 personnes peuvent gagner exactement le même revenu et prendre des décisions complètement différentes. L'une voit l'argent comme un outil, l'autre le voit comme une identité. La première se demande: que puis-je construire avec cet argent? La deuxième: qu'est-ce que cet argent dit de moi? Et lorsque l'argent devient une preuve de valeur personnelle, les décisions deviennent émotionnelles. On dépense pour impressionner. On achète pour compenser. On prend des risques pour prouver quelque chose. On refuse de perdre parce que perdre semble signifier être un perdant. Mais l'argent ne devrait pas être ton identité. Il devrait être un outil pour acheter du temps, pour créer des possibilités, pour protéger ta famille, pour développer des projets, pour investir dans des actifs, pour augmenter ta capacité d'action. Imagine 2 frères. Ils commencent avec le monde salaire. Le premier gagne son argent, puis dépense ce qu'il reste, puis décide d'accord de ce qu'on déquiconque et consumuire. Le premier augmente code son chaque fois que ton revenu incommente. Le deuxième augmente progressivement son patrimoine. 10 ans plus tard, leur reconnu peut être proche. Mais le radical mine peut trop persquellement. De custec de ce cuisine ressec. Elle cruse qui travaille après être resté. Un roi ne laisse pas tout son argent dormir. Mais il ne le gaspille pas non plus. Il le dirige, il le protège. Il le fait travailler selon une stratégie qu'il comprend. Il investit dans son éducation, dans ses compétences, dans ses actifs, dans ses systèmes, dans ce qui peut créer davantage de valeur. Mais il comprend également une chose: la richesse prend du temps. L'argent aime la patience. L'ego, lui, veut des résultats immédiats. L'ego veut montrer. Le roi veut construire. L'ego veut la voiture. Le roi veut la liberté que la voiture ne peut pas acheter. L'ego veut que les autres pensent qu'il est riche. Le roi veut pouvoir choisir. L'ego veut l'apparence. Le roi veut l'architecture. Voilà pourquoi certaines personnes riches en apparence restent pauvres en réalité. Elles possèdent des objets, mais leurs objets les possèdent. Elles possèdent une belle voiture, mais doivent travailler constamment pour la payer. Elles vivent dans une grande maison,
mais sont prisonnières de leurs charges. Elles affichent une vie luxueuse, mais ne peuvent pas dire non à un mauvais contrat. La vraie richesse n'est pas uniquement ce que tu peux acheter, c'est ce que tu peux refuser, pouvoir dire non, pouvoir attendre, pouvoir changer de direction, pouvoir quitter une situation qui ne te convient plus, pouvoir prendre une décision sans être complètement écrasé par la peur financière. Voilà une forme de richesse beaucoup plus profonde. Mais l'argent seul ne suffit pas, parce qu'un homme peut posséder du capital et perdre tout son pouvoir à cause de son entourage. Chapitre 6. Les alliances du roi. Regarde les personnes qui t'entourent, pas celles que tu connais, celles avec qui tu passes réellement du temps. Que deviennent tes pensées après une conversation avec elles? Plus grandes ou plus petites? Plus claires ou plus confuses? Plus courageuses ou plus peureuses? Ton entourage est un environnement mental, et les environnements nous influencent. Imagine une personne qui veut créer une entreprise. Elle parle de son projet à ses amis. Ils lui répondent « Ça ne marchera pas, c'est trop risqué, tu vas perdre ton argent, tu ferais mieux de garder ton emploi, tu crois vraiment que tu peux faire ça ?» Aucun de ces commentaires n'est forcément méchant. Certains peuvent même être sincèrement motivés par la prudence. Mais si tu entends ce message chaque jour, il finit par devenir une partie de ta propre pensée. Puis imagine la même personne dans un autre environnement. Des gens qui lui demandent « Quel problème résous-tu ? Comment vas-tu tester ton idée ? De quelles compétences as-tu besoin ? Comment pouvons-nous t'aider ? Qu'as-tu appris de ton premier échec ? » Même personne, même projet, mais environnement différent, et donc pensée différente. Le roi choisit donc ses alliances, pas seulement ses amis, ses conseillers, ses partenaires, ses mentors, ses collaborateurs. Il ne cherche pas des gens qui le flattent. Il cherche des gens qui peuvent l'aider à voir ce qu'il ne voit pas. C'est une différence immense. Ton ego veut être entouré de personnes qui disent « Tu as raison ». Ta sagesse veut être entourée de personnes capables de dire « Je pense que tu te trompes, voici pourquoi ». C'est parfois inconfortable, mais cela peut te sauver des années. Tu dois également apprendre à reconnaître les relations qui te vident. Certaines personnes ne sont pas mauvaises. Elles sont simplement incompatibles avec la direction que tu prends. Tu n'as pas besoin de les haïr. Tu n'as pas besoin de les humilier. Tu n'as pas besoin de créer une guerre. Tu peux simplement réduire l'accès qu'elles ont à ton énergie. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes projets. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes chiffres. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes rêves. Certaines choses doivent être protégées pendant qu'elles grandissent. Une graine ne demande pas à tout le monde la permission de devenir un arbre. Elle pousse dans le silence. Et parfois, ta meilleure stratégie est exactement la même. Travaille, construis, apprends, puis laisse les résultats parler. Mais il existe une autre forme de pouvoir silencieux, la parole. Chapitre 7. La parole du roi. Tu peux apprendre énormément sur une personne en observant la manière dont elle parle. Certaines personnes parlent pour être entendues. D'autres parlent pour être admirées. Certaines parlent pour se défendre. D'autres parlent parce qu'elles ont peur du silence. Le roi parle pour transmettre. Il n'a pas besoin de remplir chaque espace. Il écoute, il observe. Il chaussioucite parce qu'il comprend que chaque mot possède un coût.
Une parole donnée crée une responsabilité. Une promesse crée une dette. Une accusation crée une conséquence. Une insulte peut détruire une relation. Une rumeur peut détruire une réputation. Un mensonge peut détruire une confiance construite pendant des années. Alors le roi devient précis. Il ne promet pas ce qu'il ne peut pas tenir. Il ne parle pas lorsqu'il est dominé par la colère. Il ne révèle pas tout ce qu'il sait. Il ne partage pas les secrets des autres pour paraître intéressant. Il n'utilise pas la parole pour diminuer quelqu'un. Il ne se justifie pas sans cesse. Parce qu'il a compris quelque chose. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde de ta valeur. Si tu dois expliquer constamment que tu es important, tu donnes déjà une partie de ton pouvoir. La véritable autorité se remarque. Elle n'a pas besoin de crier. Imagine deux hommes dans une négociation. Le premier parle sans arrêt. Il explique, il se justifie, il ajoute des arguments, il réduit son prix avant même qu'on le lui demande. Il a peur du silence. Le deuxième écoute. Il pose des questions. Il présente clairement sa proposition. Puis il se tait. Le silence arrive. Il ne le remplit pas. Parce qu'il n'a pas peur de sa propre position. Cette capacité est précieuse. Mais la maîtrise de la parole ne signifie pas parler moins par principe. Elle signifie parler avec intention. Quand tu dois dire quelque chose d'important, dis-le. Quand tu dois défendre une limite, défends-la. Quand tu dois reconnaître une erreur, reconnais-la. Quand tu dois remercier quelqu'un, fais-le. Le silence n'est pas toujours la sagesse. Parfois, le silence est simplement de la peur. Le roi sait faire la différence. Il ne parle pas pour prouver, il parle pour construire. Et il surveille également les paroles qu'il utilise contre lui-même. Parce que la voix la plus dangereuse n'est pas toujours celle des autres. C'est parfois la tienne. Je suis incapable, je suis toujours comme ça, je n'ai jamais de chance, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je ne suis pas fait pour réussir. Ces phrases semblent innocentes, mais répétées pendant des années, elles deviennent une identité. Alors change de langage, pas pour te mentir, pour être précis. Au lieu de « je suis incapable », dis « je ne maîtrise pas encore cette compétence ». Au lieu de « je suis mauvais avec l'argent », dis « je dois apprendre à mieux gérer mon argent ». Au lieu de « je n'ai jamais de chance », demande « quelle partie de cette situation dépend de moi ?» Le langage ne crée pas magiquement ta réalité, mais il influence la manière dont tu interprètes ta réalité. Et cette interprétation influence tes décisions. Le roi maîtrise donc sa langue, mais il sait également que certaines leçons ne peuvent être apprises qu'en tombant. Et cela nous conduit à l'une des étapes les plus importantes, l'échec. Chapitre 8. L'échec du roi. Tout le monde aime parler du succès. Personne ne veut parler de la nuit où le projet a échoué, du compte bancaire qui a chuté, du client qui est parti, du partenaire qui a trahi, de l'idée qui n'a jamais fonctionné, du message qui n'a jamais reçu de réponse, de la période où personne ne croyait en toi. Mais si tu veux vraiment construire quelque chose, tu dois changer ta relation avec l'échec. Parce que l'échec n'est pas toujours le contraire de la réussite. Parfois, il en est le prix. Mais il existe une différence entre échouer et devenir un échec. Le premier est un événement.
Le deuxième est une identité. Tu peux perdre un projet. Cela ne signifie pas que tu es un perdant. Tu peux perdre de l'argent. Cela ne signifie pas que tu es incapable. Tu peux être rejeté. Cela ne signifie pas que tu es sans valeur. Tu peux prendre une mauvaise décision. Cela ne signifie pas que toutes tes décisions seront mauvaises. Le problème commence lorsque tu transformes un événement en définition de toi-même. J'ai échoué devient je suis un échec. Et cette petite transformation peut détruire des années. Le roi refuse cette confusion. Lorsqu'il tombe, il regarde le sol. Il examine la chute. Il demande « Qu'est-ce qui s'est réellement passé ?» Pas « Pourquoi le monde me déteste ?» Pas « Pourquoi suis-je maudit ?» Pas « Pourquoi les autres ont-ils plus de chance ?» Les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle décision était mauvaise? Quelle information manquait? Quelle erreur s'est répétée? Qu'est-ce que je n'ai pas voulu voir? Qu'est-ce que mon ego refuse encore d'admettre? C'est douloureux, mais c'est puissant. Parce qu'un échec analysé devient une information. Un échec non analysé devient souvent une répétition. Imagine Idriss. Il lance un projet. Les 6 premiers mois sont difficiles. Les ventes sont faibles. Une personne quitte son équipe. Les dépenses sont plus élevées que prévu. Il pourrait tout abandonner. Mais au lieu de fuir, il s'assoit. Il prend une feuille et il écrit « Voici ce qui n'a pas fonctionné ». Sans se défendre, sans embellir, sans chercher un coupable. Il découvre 3 erreurs. Son offre n'était pas à sang clair. Son acquisition de clients était trop dépendante d'une seule source. Et il passait trop de temps à perfectionner le produit au lieu de parler aux clients. Il corrige, puis il recommence. Le deuxième essai est différent, parce qu'il ne repart pas avec la même personne. Il repart avec une version améliorée de lui-même. Voilà le véritable pouvoir de l'échec. Il peut te prendre quelque chose et te donner une compréhension que personne ne pouvait offrir. Mais seulement si tu es suffisamment humble pour l'écouter. Il existe alors 3 étapes. Accepter, analyser, reconstruire. Accepter, cela s'est produit. Analyser, pourquoi? Reconstruire, qu'est-ce que je vais faire différemment? Et surtout, ne reste pas éternellement dans l'autopsie. Certaines personnes deviennent tellement fascinées par leurs erreurs qu'elles oublient de recommencer. Elles analysent pendant des mois, elles cherchent la raison parfaite, elles veulent comprendre chaque détail. Mais à un moment, il faut se relever. La cicatrice n'a pas besoin de disparaître pour que tu avances. Tu peux avancer avec elle. Et parfois, c'est elle qui te rend plus difficile à briser. Parce qu'après avoir traversé certaines choses, tu découvres que tu es capable de survivre à beaucoup plus que tu ne le pensais. Le roi ne devient pas roi parce qu'il ne tombe jamais. Il devient roi parce qu'il apprend à se relever. Et pourtant, il reste une dernière transformation, celle qui consiste à arrêter de vivre uniquement pour soi. Chapitre 9. L'héritage du roi. À un moment de ta vie, une question finit par apparaître. Et après? Après l'argent, après le succès, après les objectifs, après la reconnaissance, après les possessions, après les victoires, qu'est-ce qui reste? Parce que tu peux gagner beaucoup et ne rien transmettre. Tu peux être célèbre
et ne laisser aucune véritable valeur. Tu peux posséder énormément et n'avoir construit aucune profondeur. Le roi finit par comprendre que son véritable pouvoir ne réside pas uniquement dans ce qu'il possède. Il réside dans ce qu'il crée autour de lui. Les personnes qu'il aide, les connaissances qu'il transmet, les systèmes qu'il construit, les enfants qu'il influence, les équipes qu'il fait grandir, les idées qu'il laisse derrière lui, les problèmes qu'il résout. L'héritage commence donc bien avant la mort. Il commence aujourd'hui. Chaque décision est une petite pierre. Chaque habitude est une pierre. Chaque relation est une pierre. Chaque compétence est une pierre. Chaque parole est une pierre. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu as construit quelque chose. La question est, qu'as-tu construit ? Une prison ou un royaume ? Ton royaume n'a pas besoin d'être immense. Il peut être une entreprise, une famille solide, une œuvre, une compétence exceptionnelle, une communauté, un savoir transmis, une vie libre, une personne que tu as aidé à devenir meilleure. L'héritage ne se mesure pas seulement en argent, il se mesure en valeur. Alors reviens maintenant au début. L'identité. Qu'est-ce qui doit mourir en toi ? L'esprit. Qu'est-ce qui doit être maîtrisé ? La vision. Qu'est-ce que tu veux réellement construire ? L'action. Quelle est la tâche qui peut réellement changer ta trajectoire ? L'argent. Est-ce que tu le dépenses pour paraître ? Ou est-ce que tu l'utilises pour construire ? Les alliances. Qui te rend plus grand ? Qui te rend plus petit ? La parole. Est-ce que tes mots ont du poids ? L'échec. Que vas-tu faire de ce qui t'est arrivé ? Et maintenant, l'héritage. Pourquoi veux-tu être connu lorsque les applaudissements auront disparu ? Cette dernière question est peut-être la plus importante. Parce que lorsque tu construis uniquement pour être admiré, tu deviens dépendant du regard. Mais lorsque tu construis pour quelque chose de plus grand que ton ego, tu développes une endurance différente. Tu peux travailler sans être applaudi. Tu peux apprendre sans être reconnu. Tu peux échouer sans abandonner. Tu peux avancer sans expliquer. Et cette capacité, c'est une forme de liberté. Chapitre 10. Le roi au quotidien. Maintenant, parlons du moment où la plupart des transformations échouent. Le lendemain. Tu écoutes une vidéo, tu lis un livre, tu es motivé, tu prends des notes, tu te promets de changer, puis tu dors. Le lendemain arrive, et la vie normale recommence. Les messages, les urgences, les distractions, les habitudes, et progressivement, l'émotion disparaît. C'est pourquoi la transformation ne peut pas dépendre de la motivation. Elle doit devenir une pratique. Le rosa n'est pas roi uniquement lorsqu'il se sent puissant. Il l'est aussi lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il doute, lorsqu'il n'a pas envie, lorsqu'il n'y a personne pour le regarder. C'est précisément dans ces moments que l'identité se construit. Alors crée des rituels simples. Le matin, avant de laisser le monde entrer dans ta tête, garde quelques minutes pour toi. Pas besoin d'une routine spectaculaire, 10 minutes de silence, puis une question. Qui dois-je être aujourd'hui ? Pas qu'est-ce que je veux obtenir ? Qui dois-je être ? Calme ? Discipliné ?
courageux, patient, concentré, honnête. Puis demande « Quelle est mon action royale aujourd'hui ?» Une seule, l'action qui mérite ton meilleur effort. Et fais-la avant de donner ton énergie au reste du monde lorsque c'est possible. Parce que le matin donne souvent le ton. Si tu commences par répondre à tout le monde, ta journée sera dirigée par les priorités des autres. Si tu commences par construire, tu récupères ton gouvernail. Puis le soir, 2 questions. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Et qu'est-ce que je ferai différemment demain ? Pas de culpabilité, pas d'autodestruction, une observation, une correction. Puis tu recommences. Parce que le roi n'a pas besoin d'être parfait, il doit être conscient. Et il existe quelque chose d'encore plus important. Les petites victoires. Personne ne les voit, personne ne les applaudit. Tu pourrais te lever lorsque ton réveil sonne, personne ne saura. Tu pourrais travailler sur ton projet avant de regarder les réseaux sociaux, personne ne saura. Tu pourrais tenir une promesse que tu t'étais faite, personne ne saura. Tu pourrais refuser une dépense inutile, personne ne saura. Tu pourrais dire non à une relation qui te détruit, personne ne saura. Mais toi, tu sauras. Et chaque fois que tu tiens une promesse faite à toi-même, ta confiance intérieure augmente. Pas la confiance artificielle, la confiance profonde. Celle qui dit « Je peux compter sur moi ». C'est peut-être l'une des formes les plus puissantes de confiance. Parce que si tu ne peux pas compter sur toi, comment peux-tu construire quelque chose de grand ? Tu peux avoir toutes les stratégies, tous les livres, tous les mentors, toutes les opportunités, mais si tu ne fais pas ce que tu as décidé de faire, tout cela reste théorique. Le roi devient donc quelqu'un sur qui il peut compter. Et cette confiance se construit dans les petites choses. Chapitre 11. Les petites trahisons. Il existe une chose dont on parle rarement. Les petites trahisons envers soi-même. Tu sais que tu dois travailler, mais tu regardes une vidéo. Tu sais que tu dois économiser, mais tu dépenses pour impressionner. Tu sais que tu dois dire non, mais tu acceptes. Tu sais que tu dois dormir, mais tu continues à scroller. Tu sais que tu dois commencer, mais tu attends. Une fois, cela semble insignifiant, mais répété pendant des années, cela construit une identité. Tu finis par apprendre quelque chose sur toi-même. Quand je décide quelque chose, je ne le fais pas forcément. Et cette croyance détruit la confiance. À l'inverse, les petites victoires créent une autre identité. Quand je décide, j'agis. Pas toujours, pas parfaitement, mais suffisamment souvent pour que ton cerveau commence à le croire. C'est pourquoi ne sous-estime jamais une petite décision. Une journée peut sembler insignifiante, mais les journées s'accumulent. Une semaine, un mois, un an, 5 ans. Et soudain, tu regardes en arrière. Tu ne reconnais plus la personne que tu étais. Pas parce qu'un événement magique s'est produit, parce que des milliers de petites décisions ont construit une nouvelle identité. C'est cela que beaucoup de gens appellent la réussite. Ils voient le résultat. Ils ne voient pas les répétitions. Ils voient le royaume. Ils ne voient pas les pierres. Ils voient le roi. Ils ne voient pas toutes les fois où il a dû choisir de devenir celui qu'il prétendait être.
Chapitre 12. La patience royale. Nous vivons dans un monde qui veut tout immédiatement. Une vidéo de 30 secondes, un résultat en 30 jours, une fortune en 1 an, une transformation instantanée. Mais les choses qui durent prennent du temps. Une réputation prend du temps. Une compétence prend du temps. Une entreprise prend du temps. Un patrimoine prend du temps. Une relation profonde prend du temps. Une identité solide prend du temps. Regarde un arbre. Pendant longtemps, tu ne vois presque rien. La graine est sous terre. Les racines se développent. Personne ne félicite les racines. Personne ne photographie les racines. Mais sans elles, l'arbre ne tient pas. Ta vie fonctionne de la même manière. Les années où personne ne voit tes efforts peuvent être les années les plus importantes. Tu apprends, tu construis, tu fais des erreurs, tu recommences, tu développes une compétence, tu rencontres des personnes, tu construis une réputation, tu apprends à gérer ton argent, tu apprends à contrôler ton esprit, tu deviens plus patient, et extérieurement, il semble parfois que rien ne se passe, mais sous la surface, le royaume grandit. C'est pourquoi ne juge pas trop rapidement ta progression, mesure-la, mais laisse-la respirer. La patience ne signifie pas attendre passivement, elle signifie travailler sans exiger que le résultat apparaisse immédiatement. Tu plantes, tu arroses, tu protèges, tu ajustes, puis tu continues. Et un jour, quelque chose apparaît. Pas par magie, par accumulation. Chapitre 13. Le jour où le roi se réveille. Il y a peut-être un moment précis où tout commence. Pas le jour où tu deviens riche, pas le jour où tu obtiens ton premier grand succès, le jour où tu arrêtes de te mentir, le jour où tu regardes ta vie et tu dis « c'est moi qui dois changer ». Cette phrase peut être douloureuse, mais elle est aussi libératrice, parce qu'elle signifie « je peux faire quelque chose ». Tu n'as peut-être pas choisi ton passé. Tu n'as peut-être pas choisi ton environnement. Tu n'as peut-être pas choisi certaines difficultés. Tu n'as peut-être pas reçu les mêmes opportunités que d'autres. Mais tu peux commencer à choisir ta réponse. Et à partir de là, le pouvoir revient. Tu peux choisir d'apprendre. Tu peux choisir de travailler. Tu peux choisir de dire non. Tu peux choisir de te discipliner. Tu peux choisir de changer ton entourage. Tu peux choisir de protéger ton attention. Tu peux choisir de construire. Et surtout, tu peux choisir qui tu deviens. C'est cela la naissance du roi. Pas une couronne, pas un titre, pas une richesse extérieure, une décision intérieure. Je ne serai plus gouverné par mes impulsions. Je ne serai plus prisonnier du regard des autres. Je ne laisserai plus mes erreurs définir mon identité. Je ne gaspillerai plus toute mon énergie à vouloir prouver quelque chose. Je vais construire. Puis, quelque chose change. Tu parles moins. Tu observes davantage. Tu travailles plus profondément. Tu dépenses plus consciemment. Tu choisis mieux tes relations. Tu acceptes les critiques utiles. Tu apprends de tes erreurs. Tu protèges ton attention. Tu deviens patient. Et progressivement, les autres commencent à remarquer quelque chose. Ils ne savent pas toujours quoi,
mais ils sentent que quelque chose est différent. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de montrer. Tu n'as plus besoin de courir après tout. Parce que tu as une direction. Chapitre 14. Le code secret. Alors quel est finalement ce fameux code ? Il n'est peut-être pas aussi mystérieux que tu le pensais. Le code commence par une question. Qui suis-je aujourd'hui ? Puis une deuxième. Qui dois-je devenir ? Puis une troisième. Qu'est-ce qui doit mourir en moi pour que cette personne puisse naître ? Ensuite, maîtrise ton esprit. Protège ton attention. Choisis ta vision. Agis sur ce qui compte. Utilise ton argent comme un outil. Choisis tes alliances. Maîtrise ta parole. Apprends de tes échecs. Construis quelque chose qui dépasse ton ego. Et répète, encore et encore. C'est cela le secret. Il n'y a peut-être pas de formule magique. Il n'y a peut-être pas de raccourci caché. Il n'y a peut-être pas de porte secrète. Il existe simplement une architecture intérieure. Et lorsque cette architecture change, ta vie extérieure commence progressivement à changer avec elle. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois devenir davantage celui que tu pourrais être si tu cessais de te saboter. Parce que le roi n'est pas un personnage parfait. Le roi est quelqu'un qui a appris à se gouverner. Il peut encore avoir peur, mais il décide. Il peut encore tomber, mais il se relève. Il peut encore se tromper, mais il apprend. Il peut encore être critiqué, mais il ne vend pas son identité pour obtenir l'approbation. Il peut encore perdre, mais il ne se perd pas lui-même. Et voilà pourquoi la mort de l'ego précède la naissance du roi. Parce que tant que ton ego doit être protégé, tu ne peux pas être totalement libre. Tu dois constamment prouver, constamment répondre, constamment expliquer, constamment comparer, constamment montrer. Mais lorsque tu acceptes de ne plus être défini par l'image, tu récupères ton énergie. Tu peux construire. Et c'est là que commence le véritable règne. La couronne était déjà là. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine ta vie dans 5 ans. Pas une vie parfaite, une vie solide. Tu te réveilles, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu construis. Ton esprit n'est pas immédiatement capturé par le monde. Tu protèges ton attention, tu travailles sur ce qui compte. Ton argent a une direction, tes relations sont choisies, tes paroles ont du poids. Tes erreurs ne te détruisent plus. Elle t'enseigne. Tu n'as plus besoin de prouver autant. Tu construis davantage. Et peut-être qu'un jour sot, quelqu'un te demandera « Qu'est-ce qui a changé ?» Tu pourrais répondre « Tout a commencé lorsque j'ai compris que mon principal adversaire n'était Sati-Monde. C'était la version de moi qui refusait de changer. C'est elle qui devait mourir. Pas physiquement, symboliquement. La version qui cherchait toujours une excuse, la version qui voulait être validée, la version qui avait peur du jugement, la version qui voulait paraître avant de construire, la version qui parlait plus qu'elle n'agissait,
La version qui commençait beaucoup et terminait peu. La version qui dépensait pour être admirée. La version qui se laissait gouverner par ses émotions. La version qui abandonnait après un échec. Cette version n'avait pas besoin d'être détestée. Elle avait besoin d'être dépassée. Parce qu'elle t'a peut-être protégé pendant une période de ta vie. Mais ce qui t'a protégé hier peut devenir ce qui te limite demain. Alors remercie l'ancien toi, puis avance. Le roi ne naît pas lorsque le monde te donne une couronne. Il naît lorsque tu arrêtes d'attendre la permission. Il naît lorsque tu prends la responsabilité de ton esprit, de ton temps, de ton attention, de ton argent, de tes paroles, de tes relations, de tes décisions, de tes erreurs, de ton avenir. Et surtout, de ton identité. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne. Tu n'as pas besoin que tout le monde approuve. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi. Construis. Les résultats parleront. Tu n'as pas besoin de montrer chaque étape. Certaines choses sont plus puissantes lorsqu'elles grandissent dans le silence. Travaille, apprends, échoue, corrige, recommence. Et laisse le temps faire ce que l'impatience ne pourra jamais accomplir. Parce que les plus grandes transformations sont souvent silencieuses. Un jour, tu te lèves différemment. Tu penses différemment. Tu choisis différemment. Tu dépenses différemment. Tu parles différemment. Tu travailles différemment. Tu t'entoures différemment. Et tu réalises quelque chose. Ta vie n'a pas changé en un seul jour. Elle a changé chaque jour où tu as choisi de devenir quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu as refusé une distraction, chaque fois que tu as tenu une promesse, chaque fois que tu as accepté une critique, chaque fois que tu as appris de ton erreur, chaque fois que tu as dit non, chaque fois que tu as travaillé lorsque personne ne regardait, chaque fois que tu as choisi la construction plutôt que l'apparence, chaque fois que tu as choisi la patience plutôt que l'impulsion, chaque fois que tu as choisi ton avenir plutôt que ton confort immédiat. C'est cela qui a construit le roi, pas un événement, une accumulation. Alors aujourd'hui, je veux que tu fasses une seule chose, pas 10, une. Prends une feuille et écris cette phrase. La version de moi qui doit mourir est. Puis écris ce qui vient, sans réfléchir trop longtemps. Quelle habitude, quelle peur, quelle croyance, quel besoin d'approbation, quelle excuse, quelle relation, quelle identité, quelle mauvaise habitude. Quelle version de toi-même refuses-tu encore de laisser derrière? Écris-la. Puis retourne la feuille et écris « Le roi que je choisis de devenir est ». Et complète. Pas avec ce que tu veux posséder, avec ce que tu veux être. Calme, discipliné, courageux, sage, libre, patient, fort, généreux, concentré, responsable. Puis choisis une action, une seule, et fais-la. Parce qu'une décision que tu n'exécutes jamais reste une intention. Une intention répétée devient une habitude répétée devient une identité. Et une identité solide peut transformer une vie. Voilà pourquoi le véritable code n'est pas écrit dans un vieux parchemin. Il n'est pas caché dans un palais. Il n'est pas réservé au roi. Il est inscrit dans une vérité beaucoup plus simple. Tu deviens progressivement ce que tu répètes. Tu deviens ce que tu nourris. Tu deviens ce que tu tolères. Tu deviens ce que tu choisis
lorsque personne ne te regarde. Alors choisis avec soin, parce que chaque journée vote pour la personne que tu deviendras. Chaque matin, tu votes. Chaque décision, tu votes. Chaque dépense, tu votes. Chaque relation, tu votes. Chaque mot, tu votes. Chaque heure, tu votes. Et après suffisamment de votes, une identité apparaît. Alors demande-toi, qui suis-je en train de devenir? Pas demain, aujourd'hui. Parce que demain est construit aujourd'hui. Le roi que tu attends ne viendra peut-être jamais de l'extérieur. Il attend peut-être simplement que tu cesses de nourrir la partie de toi qui le maintient endormi. Alors laisse mourir l'ego. Laisse mourir le besoin de prouver. Laisse mourir la peur de commencer. Laisse mourir l'habitude de blâmer. Laisse mourir l'identité qui dit « je ne peux pas ». Et fais naître une autre voix. Une voix calme, une voix ferme. Une voix qui ne cherche pas à impressionner. Elle dit simplement « je veux apprendre, je vais construire, je vais tomber, je vais me relever, je vais corriger, je vais continuer. » Et un jour, tu comprendras quelque chose. Tu n'étais pas en train de chercher le royaume. Tu étais en train de construire l'homme capable de le porter. Tu pensais que tu avais besoin de plus d'argent. Mais tu avais besoin de plus de maîtrise. Tu pensais avoir besoin de plus de reconnaissance. Mais tu avais besoin de plus de conviction. Tu pensais avoir besoin d'une nouvelle opportunité. Mais tu avais besoin d'une nouvelle identité. Tu pensais devoir conquérir le monde. Mais tu devais d'abord apprendre à te gouverner. Et c'est là que le code de Salomon devient réellement puissant. Parce que le véritable roi ne règne pas d'abord sur les autres. Il règne sur lui-même. Il gouverne son esprit. Il gouverne ses impulsions. Il gouverne son attention. Il gouverne son temps. Il gouverne son argent. Il gouverne sa parole. Il gouverne ses choix. Et parce qu'il sait se gouverner, il peut ensuite construire quelque chose de plus grand que lui. Alors souviens-toi, la couronne n'est pas le début. La couronne est la conséquence. La richesse n'est pas le début. La richesse peut être une conséquence. Le respect n'est pas le début. Le respect est souvent une conséquence. La liberté n'est pas le début. Elle est la conséquence de décisions répétées. Le début, c'est toi. Et le premier royaume que tu dois conquérir, c'est ton propre esprit. Alors relève-toi, pas pour prouver quelque chose aux autres, pour tenir une promesse envers toi-même. Commence, pas parce que tu es certain de réussir, mais parce que tu refuses désormais de rester exactement la même personne. Travaille, pas pour être admiré, pour devenir capable. Apprends, pas pour paraître intelligent, pour devenir plus sage. Gagne de l'argent, pas pour impressionner, pour construire de la liberté. Choisis tes relations, pas pour avoir un grand réseau, pour construire un environnement qui élève ton potentiel. Parle, pas pour remplir le silence, pour transmettre quelque chose qui compte. Échoue, pas pour souffrir inutilement, pour apprendre. Et lorsque la vie te demandera encore « Qui es-tu ?», ne réponds plus avec ton passé, réponds avec tes choix. Parce que ton passé explique peut-être une partie de ton histoire, mais il ne possède pas nécessairement le dernier mot. Le dernier mot appartient à celui que tu décides de devenir. Et peut-être qu'au fond, le roi n'a jamais été absent. Il dormait, sous les excuses,
sous la peur, sous le bruit, sous l'ego, sous les anciennes croyances, sous les blessures, sous les échecs, sous le besoin de validation. Il attendait simplement une chose, que tu arrêtes de chercher quelqu'un pour venir le réveiller. Alors réveille-le. Et lorsque tu te lèveras demain matin, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de conquérir le monde aujourd'hui. Conquiers cette journée. Protège ton esprit. Fais ton travail. Tiens ta parole. Choisis tes pensées. Choisis tes actions. Construis quelque chose. Et recommence demain. Puis encore après-demain. Un jour à la fois. Une décision à la fois. Une victoire silencieuse à la fois. C'est ainsi que les royaumes sont construits. Pas dans le bruit, dans la répétition. Pas dans l'apparence, dans la profondeur. Pas dans l'ego, dans la maîtrise. Et lorsque le monde finira par voir ce que tu as construit, il pourra croire que tu as simplement eu de la chance. Il pourra croire que tout s'est fait rapidement. Il pourra croire que tu es devenu quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Mais toi, tu connaîtras la vérité. Tu sauras que le véritable changement a commencé beaucoup plus tôt. Le jour où tu as décidé de mourir à ton ancienne identité pour laisser naître le roi. Et ce jour, peut-être aujourd'hui.